Pâques approche, la fête où on mange du chocolat, et c'était donc impossible de ne pas consacrer le thème de cet épisode au chocolat. Dans cet épisode, je reçois Jade Génin, chocolatière d'exception au parcours aussi surprenant que ses créations. Avant de travailler le cacao, elle était avocate. Dans la conversation de cet épisode, elle nous parle de ce que c'est qu'être une femme qui s'impose dans le monde exigeant de la gastronomie, et personnellement, je trouve que son histoire est très inspirante. Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Je suis Elisa et sur ce podcast, je t'aide à progresser en français grâce à des conversations naturelles, à des interviews et des sujets passionnants. La conversation que tu vas entendre est en français à vitesse réelle sans explication. Elle est complètement naturelle et elle est d'un niveau environ intermédiaire avancé. Pour t'aider à mieux suivre la conversation et comprendre le vocabulaire compliqué, je t'ai préparé un PDF que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description. Il contient la transcription de la conversation, le glossaire du vocabulaire avancé et un quiz de compréhension. Et je te rappelle que si tu veux progresser en français de manière structurée avec des cours adaptés à ton niveau, tu peux retrouver tous mes cours de français de niveau débutant à avancé sur mon site internet frenchmornings.com. Et je te souhaite une bonne écoute. Salut Jade, comment ça va? Ça va, merci de me recevoir. Merci à toi d'être ici, ça me fait très plaisir. Moi aussi. On va parler de chocolat, on n'a pas encore abordé ce sujet dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Jade, je suis chef chocolatière et chef d'entreprise et j'ai fondé il y a 3 ans ma chocolaterie artisanale qui est située à Paris. Je peux donner l'adresse, peut-être que ça en intéressera certains. Alors c'est situé au 33 avenue de l'Opéra et il y a une particularité, c'est que derrière la boutique, on a l'atelier. Donc il y a vraiment un espace comme ça qui est construit en toute transparence où on peut vraiment voir le process de fabrication. Et nous, à l'inverse, on peut échanger, discuter avec les clients, donc c'est assez chouette. Il me semble que c'est pas ton premier métier, chocolatière. Il me semble que tu as une carrière d'avocate avant. Oui, alors maintenant ça remonte, donc maintenant j'ai été beaucoup plus de temps chocolatière qu'avocate, mais effectivement j'ai exercé 2 ans et demi comme avocate avant de partir vers le chocolat. Comment est-ce que tu t'es dit non, en fait je me trompe de chemin, c'est pas ça la carrière que je veux pour moi? J'avais trop envie de faire du chocolat. C'est vraiment la passion et l'envie. Alors moi la particularité c'est que j'ai grandi avec un père chocolatier. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai découvert sur le tard, c'est quelque chose qui m'a imprégnée depuis que je suis née, en fait. En prenant mon chemin d'avocate, je me suis éloignée du chocolat. Et en fait, plus je m'éloignais du chocolat, j'avançais dans mon parcours d'avocat, plus il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu dans la direction que je prenais. Et c'est comme ça que j'ai compris que je voulais faire du chocolat. Ça a été difficile comme décision? Ça n'a pas été difficile, je dirais que c'est juste le temps de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, tu vois, au début, assez naturellement, j'ai pas toujours voulu être chocolatière. J'ai pas toujours voulu être chocolatière. Je pense que pendant très longtemps, j'ai confondu l'amour que je portais à mon père et l'amour que je portais au chocolat. Parce que pendant longtemps, je le dissociais pas vraiment, tu vois, si j'allais aider mon père à la chocolaterie. Pour moi, c'était parce que c'était mon père et que voilà, et que c'était chouette d'être avec. Et je l'associais pas vraiment à l'artisanat en lui-même. Donc au début, j'ai mené mon chemin, j'ai fait mes études, j'ai adoré mes études. Donc les choses se sont faites naturellement, je suis devenue avocate. Et c'est quand je suis devenue avocate que je me suis rendu compte que le chocolat me manquait, parce que j'avais plus le temps justement d'aller filer un coup de main le week-end, d'aller filer un coup de main à Noël. Et j'ai ressenti vraiment un manque. Et après, le temps de processer tout ça, de quand même te dire, est-ce que je bazarde un peu les 8 ans d'études que j'ai fait, les 2 ans depuis lesquels je travaille, où j'étais par ailleurs super bien rémunérée, tu vois, ce qui peut aussi jouer dans la balance. Le temps que tout ça fasse son chemin, ça a mis 2 ans. 2 ans d'activité où je me suis posé des questions avant de vraiment lancer le projet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'imagine que oui, pour quitter en plus le métier d'avocat où vraiment tu as c'est statutaire, investi tu du gagnes temps bien ta aussi vie, dans tes études. oui. Il y a plein de choses qui peuvent te retenir, mais il y a aussi le côté, tu vois, la sécurité un peu.
Tu vois, genre, Mhm. c'est, c'est quand même assez confortable, tu as une position assez rapidement. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que quand on aime vraiment quelque chose très fort, ça vous poursuit un peu. Ça devient un peu obsessionnel en fait. Donc après, c'est difficile de lutter contre. Et qu'est-ce qui t'épanouit le plus aujourd'hui dans ton travail de chocolatière? Alors, c'est difficile d'isoler un aspect de mon travail, ce d'autant que je suis pas seulement chef chocolatière, je suis aussi chef d'entreprise. Donc j'ai 800 casquettes, que ce soit mon rôle de chef qui m'occupe à la majeure partie du temps, mais après il y a aussi les RH, la vente, la Oui, communication. le côté moins sexy du métier, Ouais, enfin c'est pas ça, du le métier, côté mais moins artisanal. du côté chef Voilà, ouais, d'entreprise, c'est ouais. ça, qui rentre dans la casquette de chef d'entreprise. Parfois, c'est un peu euh, overwhelming, il y a un peu trop de choses à faire. Mais parfois, c'est aussi chouette parce que ça permet aussi de passer d'un sujet à l'autre. Et je trouve que c'est vraiment. Enfin, je me suis jamais ennuyée une seule seconde. Mais l'aspect qui m'épanouit le plus aujourd'hui, je sais pas, c'est de réussir à me perfectionner dans mon artisanat, de réussir à développer l'entreprise. Alors, quand je dis développer, souvent, on a une notion hyper école de commerce de ce que veut dire le développement, mais moi, je parle pas forcément ni de volume, ni de chiffre d'affaires, mais plutôt de reconnaissance. Moi, c'est ce qui m'anime le plus, je pense, c'est d'essayer de proposer des créations qui soient reconnues pour leur qualité, pour leur originalité, pour la recherche qu'il y a derrière. Et ça, dans l'artisanat, c'est quelque chose qui ne peut venir qu'avec la pratique. Comme dans beaucoup de métiers, mais il y a une chose à laquelle je crois pas du tout, c'est le talent, tu vois. Je pense que c'est des métiers où il faut beaucoup de travail et beaucoup de répétition. Il faut beaucoup de répétition. Donc, il faut aucune aversion à la répétition. Et moi, je crois que ce que je cherche le plus, tu vois, c'est... Enfin, ce qui me satisfait le plus, c'est quand je me dis, putain, ça, j'aurais pas pu le proposer il y a 2 ans et je suis vraiment contente du projet, il est abouti. Et qu'est-ce qui t'inspire justement pour toute cette partie créative? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'inspirent et puis ça dépend du domaine. Ça dépend du domaine. Tu vois, si tu regardes un peu de manière macro, tu vois, tu peux être inspiré par le parcours de quelqu'un, par l'identité de quelqu'un, que ce soit dans le domaine du chocolat ou pas. Moi, par exemple, dans le domaine du chocolat, les personnes que je veux trouver inspirantes, c'est évidemment mon père ou Patrick Roger, qui a quelqu'un qui a une identité, une signature, une folie. J'adore les gens qui arrivent à parler avec leur tripes et un peu à se foutre de ce qui va fonctionner ou pas, mais juste d'exprimer son identité. Et après, il y a ce qui m'inspire moi dans le quotidien de mes créations, et ça c'est hyper varié. Ça va être évidemment le produit, au sens matière première, tu vois. Ça part quand même de là. Donc ça peut être... il faut beaucoup manger déjà pour avoir des inspirations. Alors, je parle pas forcément de quantité, mais je parle de curiosité et de fréquence. Tu vois, moi, je vais hyper souvent essayer de découvrir des cuisines un peu originales, des nouveaux produits. Et j'ai vraiment une curiosité où j'ai envie de tout goûter, de tout découvrir. Dès que je connais pas quelque chose, ça m'excite de ouf, en fait. Tu vois, j'ai trop envie de connaître plein de nouvelles choses pour pouvoir les synthétiser, en faire un truc, moi, avec le chocolat. Et ce que j'adore, c'est surprendre les gens dans mes créations. Qui goûtent quelque chose et qui soient surpris, alors bien sûr positivement, parce qu'on peut aussi être Oui. surpris, parce qu'il peut y avoir des associations mauvaises, mais tu vois, ça peut être sur la manière de travailler. Nous, on a un chocolat à la menthe. euh, on travaille avec la feuille de menthe fraîche, on travaille avec des produits frais. Et vraiment, 95% des personnes, quand ils le goûtent au début, ils commencent par dire: ah non, non, moi je veux pas de chocolat à la menthe, j'aime pas. Ils pensent souvent au chocolat industriel à la menthe qui a un peu le goût de dentifrice. Et 95% des gens, quand ils le goûtent, ils sont conquis parce que ça a un goût de thé vert marocain. Tu as vraiment l'impression de croquer dans une feuille de menthe fraîche. Et ça t'amène dans une autre dimension. Et ça, tu vois, ça j'aime trop, tu vois, quand tu arrives à surprendre les gens. Donc moi, c'est ce qui m'anime le plus dans la gastronomie. Et du coup, c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes chocolats. Et après, tu as aussi la dimension esthétique.
Et là, on a la chance, moi je suis née à Paris, donc on a la chance d'être dans une ville où on est alimenté en permanence, tu vois, de belles choses ou de beaux designs, de choses Ouais, la intelligentes. culture gastronomique, elle est folle Et ici. même tout, tu vois, si tu regardes Oui, oui, oui. les Fashion Week qu'on a, la Haute Couture Week, c'est un condensé de savoir-faire, de beauté. On a des designers de folie, dans tous les domaines, tu vois. Donc on a la chance de pouvoir être facilement inspiré par des propositions qui nous arrivent même sans qu'on ait rien demandé, quoi. Donc ça... Et quand on parle du métier de chocolatier, enfin moi en tout cas une des premières images qui m'est venue, c'est le personnage de Willy Wonka Oui. dans le film Charlie et la chocolaterie. Est-ce que tu trouves qu'il est intéressant ce personnage pour représenter le métier de chocolatier? Ce qui est chouette chez Willy Wonka, c'est sa folie et sa passion. Donc ça, ce serait génial qu'on ait tous la même passion, que ce soit à l'égard du chocolat ou juste à l'égard de son métier. C'est génial d'être animé par son métier. Après, une fois qu'on a dit ça, le personnage de Willy Wonka, déjà, il y a... Alors, peut-être parce que c'est à l'américaine, mais je veux dire, ça n'avait pas l'accent sur l'artisanat. Tu vois, moi, c'est une valeur auquel je crois beaucoup. Avant d'être chocolatière, je me sens surtout artisane, tu vois. Je pense que en plus, en France, on a un artisanat de fou. Et ça, par exemple, dans le personnage fictionnel, c'est pas quelque chose de Non, mis non, en non, avant. on met en avant le côté fun, Oui, c'est ça. voilà, coloré, Donc, en etc. ça, Mais je prendrais une première ouais. distance. Et la deuxième distance que je prendrais, c'est par rapport à la réalité. Après, c'est génial d'avoir des personnages comme ça qui font rêver, mais c'est pareil que ça fait l'impasse sur le travail, la rigueur que ça implique. En tout cas, dans la manière, moi, dont je perçois le métier. Mais après, ce genre de personnages, ils sont là pour nous faire rêver. Donc c'est génial qu'ils existent. Euh, Maintenant, évidemment, ça ne correspond pas au quotidien d'un chocolatier. Non, non, non. Mais tu vois, je te dis, on parlait de Patrick Roger tout à l'heure. Je pense il a la même folie et la même, Il a un petit côté tu Willy vois. Wonka. Donc ça, c'est chouette. On dit une femme chef, non? Chocolatière. T'es chef Oui, chocolatière. oui, Et tu fais partie malheureusement, encore une minorité de femmes. oui. Comment on explique ce fait que, oui, il y a ce cliché des femmes à la cuisine, Oui. et pourtant, quand ça devient un métier professionnel, reconnu, assez prestigieux aussi, les femmes, elles ont toujours du mal à Ça, prendre leur place. c'est un Ouais. problème global qui est qu'on vit dans une société patriarcale où la discrimination à l'égard des femmes est quelque chose de véridique, même si, évidemment, en France, on fait pas partie des pays les pires au monde. Mais enfin bon, cela étant dit, ce qui est une faible consolation, on est encore un pays qui discrimine beaucoup les femmes dans les progressions, dans l'image aussi. Moi, ce que j'ai remarqué en étant une femme chef chocolatière, c'est que je me prends de temps en temps des réflexions, mais pourtant de gens très éduqués, qui vont être journalistes. Par exemple, on m'a demandé plein de fois en interview, donc on fait une interview, on me raconte « Ah, mais vous faites le chocolat ? Vous mettez la main à la pâte ?» Bah non, j'attends, je regarde. Et en fait, je pense que ça, c'est une réflexion qu'on n'aurait jamais dit à un homme parce que on a une image du petit artisan sympathique. Et du coup, quand on est une femme, on peut ne pas coller à cette image. Et du coup, on part tout de suite sur... ouais, non, elle fait pas du chocolat. Pareil, on m'a dit que pour être plus crédible, ce serait mieux que je prenne quelques kilos. Et je me prends pléthore de commentaires sur les réseaux du style, hein, ça se voit que c'est pas elle qui fait le chocolat, elle a une manucure et tout, alors que genre, aucun rapport. Enfin, ça n'a aucun rapport. Ouais, voilà, il y a du chemin à faire. Donc, je pense qu'il y a, pour les femmes qui veulent être chefs et qui sont employées, il y a une vraie discrimination qui se passe dans les cuisines où, comme partout, on n'a pas tendance à faire monter les femmes en premier, ce d'autant que dans les cuisines, dans les ateliers, il y a encore ces vieux clichés qu'il faut être un bonhomme parce que c'est des métiers physiques et tout. Enfin, bon, bref. Faut tenir des grands couteaux. Ouais, c'est ça. Il y a encore beaucoup de clichés comme ça, donc les femmes ont plus de mal à s'imposer. Elles ont aussi plus de mal à s'imposer parce que comme c'est des milieux masculins, souvent elles sont en minorité, donc il y a un effet d'auto-entraînement. Quand on est à son compte, je pense que, comme moi par exemple, comme on correspond moins à l'image de l'artisan, on bénéficie aussi de moins de sympathie du public.
trop mignonne, c'est pas bien, mais si elle est pas mignonne, c'est pas bien non plus. Il y a une importance qui est portée au physique, même quand on fait du chocolat, des gâteaux, je ne sais quoi, qui n'existe pas de la même façon chez un homme. Complètement. Voilà, un homme du moment qui fait un peu sympathique. Ou un peu bourru aussi, un mec un peu bourru, ça les gens ils aiment bien, ça fait terroir. Chez la femme, le physique est beaucoup plus complexe. Donc ça, en termes d'image, ça peut être compliqué. Et la dernière chose aussi qui peut être discriminant vis-à-vis des femmes, c'est l'aspect vie personnelle. Les métiers de la gastronomie et l'entrepreneuriat, c'est des métiers qui demandent beaucoup d'investissement personnel et en temps, et aussi en charge mentale. Moi, je sais que parfois, je suis hyper... je pense toujours à 1000 choses en même temps, du coup, on a aussi moins de disponibilité. Et ça, dans la vie personnelle, c'est quelque chose de moins accepté chez les femmes. Donc, les femmes sont beaucoup plus facilement mises dans des situations où elles vont devoir choisir entre l'épanouissement de leur vie personnelle et l'épanouissement de leur vie professionnelle. Et ça, c'est un vrai sujet quand on est... par exemple, si on veut être en cuisine, on travaille tous les soirs. Bon, bah ça peut être plus pour la femme que pour l'homme, un vrai point bloquant. Je dis pas que les femmes, elles sont contentes que leur mari ou leur copain travaille tous les soirs, mais juste qu'elles sont plus enclins à l'accepter. Oui, et puis c'est un choix qu'on demande moins aux hommes de faire, de choisir entre la carrière et Absolument. la vie personnelle ou la vie de famille. Absolument. Alors que pour les femmes, c'est toujours un sujet. Ouais, c'est un sujet parce que de l'autre côté, il y a un homme qui a l'habitude d'avoir un schéma plus confortable pour lui. Donc pour qu'il accepte de sacrifier son confort, d'avoir une femme qui va être prête à, elle, sacrifier sa carrière, c'est plus compliqué en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de raison de trop sacrifier leur confort, eux, sur le maintien de vie privée, vie personnelle. Donc bon, tout ça fait un bon cocktail quand même. Et on a encore du chemin à faire, mais il y a quand même des personnes qui réussissent et c'est génial. Et je pense par exemple à Nina Métayer, Ursa Major, qui est une chocolaterie qui est pas souvent mise sous le feu des projecteurs, mais qui a été montée par 2 sœurs. Et après, c'est vrai que sinon, dans les autres gros noms du chocolat, c'est que des hommes. Tu sens que ça change quand même Si on regarde à 30 ans en arrière, oui, ça change. Après, il y a quand même des choses sur lesquelles on est vraiment pas avantagé quand on est une femme. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, à toute cette inspiration qu'on peut retrouver assez facilement à Paris et en France de manière générale, c'est vrai qu'il y a un peu ce savoir-faire et cette excellence dans la gastronomie, dans les métiers de bouche et notamment dans le chocolat. Comment est-ce que tu la définirais, toi, un peu cette excellence à la française ? On a une finesse dans la manière d'aborder la gastronomie qui va vraiment... là, je parle de la haute gastronomie, mais je veux dire une attention au produit qui va faire qu'on va essayer de comprendre le produit pour l'aider à s'exprimer le mieux possible, plutôt que de réfléchir aux résultats qu'on veut atteindre et de voir comment on peut contraindre le produit. C'est toujours la mise en valeur du produit qui va primer sur c'est ça. le résultat. Ce que j'ai remarqué, moi, chez les grands cuisiniers ou même les grands vignerons ou peu importe le domaine, j'imagine que ça doit être pareil dans d'autres domaines de l'artisanat, c'est qu'ils partent du produit et qu'ils disent « Ok, où il va m'emmener, où il peut m'emmener ?» ou d'essayer de le comprendre, alors que ce que je qualifie de fausse gastronomie, c'est genre j'aimerais bien un truc rond et vert, et alors comment je fais pour avoir un truc rond et vert. Enfin, je pense que c'est le cheminement qui fait que la destination est plus ou moins qualitative. Toi, justement, le produit que tu travailles, c'est le cacao. Et il me semble avoir lu quelques études qui disaient qu'avec le réchauffement climatique, justement, c'était un produit qui était un petit peu mis en péril au niveau de la culture. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un jour moins de chocolat Eh bien, écoute, effectivement, la culture du cacao est hyper exigeante et du coup, ça requiert des conditions climatiques extrêmement précises. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des études qui disent que, à raison du réchauffement climatique, peut-être qu'il y aurait plus ou très peu d'espace où on aurait les bonnes conditions climatiques pour la culture du cacao. Donc c'est une possibilité, mais je pense que ce serait pas le plus grave. Comment serait ça pas le plus grave. Je pense que si on arrive dans un contexte comme ça, mis à part le fait qu'on aurait moins de chocolat, on aurait d'autres problématiques. Ah oui, on aurait d'autres problèmes avant. Ok, je comprends. Climatiques graves. Alors, je suis pas du tout experte.
et je suis passionnée de chocolat, c'est ma vie. Mais quand on en arrivera là, je pense qu'on aura d'autres problèmes aussi. Cela étant dit, il y a des problématiques dans la filière du cacao qui vont être liées à... qui existent peut-être dans d'autres filières, mais qui sont liées à cette filière, que ce soit les conditions humaines, les agricultures non respectueuses de la biodiversité, des terres, des choses comme ça, où ça, selon moi, c'est quelque chose où on peut, en tant que chocolatier, agir plus immédiatement en ayant un sourcing qui soit raisonné. Mhm. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui me préoccupe plus dans mon quotidien que le fait de se dire que peut-être qu'un jour, on n'aura plus de Et comment tu chocolat. fais justement pour t'assurer que le cacao, Il faut choisir ses partenaires. C'est quelque chose de difficile d'imposer aux consommateurs parce que ça demande quand même une certaine recherche, de se renseigner. Et quand on est consommateur, je comprends que ce soit un exercice difficile. Pour autant, je pense qu'il faut quand même essayer de le faire du mieux qu'on peut. Et moi, en ce qui me concerne, donc je travaille avec très peu de fournisseurs sur le cacao. Et mon fournisseur principal, c'est une société qui s'appelle Xoco, ça se prononce Choco, mais ça s'écrit Xoco. Et ce sont des cultivateurs. La filière chocolat, elle est très éclatée et en général, on a énormément d'intermédiaires. Ce qui rend l'information très opaque. Et en fait, il y a la personne, il y a l'agriculteur, il y a 18 000 revendeurs entre. La fève, on ne sait pas par qui elle est passée, on ne sait pas d'où elle vient. Elle est revendue à un transformateur qui la transforme en chocolat et puis elle arrive chez le chocolatier. Donc il y a un truc très opaque. Moi, pour éviter tout ça et justement avoir une source d'information fiable, on travaille en direct avec un seul agriculteur qui a toutes ses plantations au Nicaragua et au Honduras. Donc c'est pas quelque chose d'éclaté au niveau mondial. Et qui transforme les fèves sur leur plantation. Ce qui est extrêmement, extrêmement rare. Ça s'appelle un tri-to-bar. Ça veut dire qu'il passe de la fève à la liqueur de cacao, c'est-à-dire du chocolat à 100%. Et du coup, moi j'ai une transparence sur les méthodes qui sont appliquées là-bas parce que tout est fait au même endroit, je sais par qui, je sais comment, je sais avec qui. Et aussi, ils ont une meilleure répartition des richesses puisque c'est eux qui transforment tout sur place. Donc en fait, si tu veux, ils gardent de la valeur ajoutée. Alors que généralement, quand tu as 18 000 intermédiaires, tu as un éclatement de la valeur ajoutée. Et ce qui se passe, comme d'hab, c'est que ce sont les agriculteurs qui sont coupés de toute cette valeur ajoutée et qui morflent le plus. Tu disais tout à l'heure que justement pour t'inspirer, t'aimais beaucoup découvrir des nouvelles cuisines, des nouvelles cultures, j'imagine aussi. Ouais. Est-ce que tu as un voyage un peu culinaire qui t'a beaucoup marqué ? J'adore voyager en Asie. Alors l'Asie, c'est hyper large, ça veut rien dire parce que ça peut aller de la Chine au Japon à l'Inde, à la Birmanie, enfin des pays qui n'ont rien à voir entre eux. Dans tous mes voyages que j'ai fait en Asie, il y a eu ce point commun vraiment de l'intérêt gastronomique parce qu'en fait, c'est pas tellement une histoire de produits qu'on connaît pas, c'est la manière de les travailler. Par exemple, tu vois, au Sri Lanka, j'avais goûté un ragoût de mangue, mais c'est un ragoût de mangue salé. La mangue, elle est cuite en ragoût avec des épices. Et puis, nous, la mangue cuite, c'est quand même pas hyper courant. Non. En plat salé, Pour nous, c'est un dessert. encore moins, ouais. tu vois. Et parfois, c'est pas une question de ils ont des produits qu'on connaît pas. C'est aussi la manière de les travailler. Ça m'avait un peu fait pareil en Inde. Donc, si tu regardes les produits qu'ils utilisent, tu vois, les légumes sont hyper similaires. Il y a des courgettes, des carottes, des lentilles, des pois chiches. Mais pourtant, tu regardes le résultat final, que ce soit en termes d'épices, en termes, même pareil, de leur pâtisserie. Enfin, tu vois, ils utilisent beaucoup la carotte et la lentille, justement, dans leur pâtisserie. Donc, c'est ça qui est hyper enrichissant, je trouve. C'est la manière de faire. Plus la manière de travailler le produit que le produit en lui-même. Justement, ta manière préférée de consommer du chocolat, est-ce que tu en as une ? Non, j'en ai pas. J'aime toutes les manières. Tous les matins, je bois du chocolat chaud. Toute la journée, je mange des bonbons de chocolat. J'adore la mousse au chocolat, j'adore les gâteaux au chocolat. Donc, non, j'ai pas de... Il n'y a pas quelque chose qui est vraiment au-dessus en termes de... petite recette facile à... Franchement, non. Hein. Non. Mais je dirais que moi, ce que je consomme le plus, si je mets de côté ce que je consomme dans le cadre du travail, donc c'est-à-dire ce que je goûte, ce que je consomme le plus, c'est le chocolat chaud. Enfin, j'en bois tous les matins. Tous les matins un chocolat chaud ? Tous les matins.
C'est vraiment tous les la matins. boisson de l'enfance, le Ouais. chocolat chaud, je trouve. Bah ouais, moi non, mais mais je capte le truc. Mais vraiment, j'en bois tous les matins, que ce soit à mon travail. Alors à mon travail, j'ai de la chance qu'on en prépare tous les matins aussi, donc c'est très facile. Mais chez moi aussi, le week-end, en Bah, ça va me vacances, donner envie ouais. maintenant. C'est trop bien, j'adore. Pour terminer, j'ai 2 petites questions qui concernent moins le chocolat, mais plus la langue française. Ouais. Est-ce que tu as un mot ou une expression préférée en français? Je dis une tonne de gros mots, mais une tonne. Ça m'a pas donné l'impression Ouais, là. je fais attention. J'ai une tonne de gros mots. Je trouve que c'est très... comment on dit? Tu sais, ça Oui, tu te sens soulagée. C'est un peu, décharge. ouais. Donc, je dis une tonne de gros mots divers et variés. Il y en a des hyper imagés. Donc, je dirais que c'est dans ce registre-là, ouais. On me l'avait pas encore dit celle-là. Est-ce que tu aurais des recommandations, que ce soit films, livres, chansons, à partager pour quelqu'un qui voudrait apprendre le français en tant que langue étrangère? Il y avait un livre qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait Les sorcières, que je trouvais très chouette, sur le rapport avec le vieillissement de la femme dans notre société actuelle, et qui était hyper intéressant. Ouais, je l'ai Ouais. pas lu, mais j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Et il est trop chouette. La personne que j'aime beaucoup, je sais pas, ça peut aussi introduire en français, c'est Sophie Fontanelle. J'aime bien ses textes. C'est connais pas. une journaliste mode. Ah, d'accord. C'est une journaliste mode, mais alors c'est du petit texte, hein, c'est pas du livre, mais c'est intéressant comment elle écrit. Bah, merci beaucoup, Jade. Est-ce que tu es présente sur les réseaux? L'Instagram de la chocolaterie, c'est jade.génin. Ça marche Voilà. pas, on l'ajoutera dans la description. Merci beaucoup, Merci, c'était un plaisir. avec plaisir, merci.